arrive à être en bonne santé, à acheter des produits qui font du bien, tout en ayant du plaisir. De l'eau de coco. Je ne crois pas que des compléments alimentaires peuvent éviter qu'on tombe malade. Alors ça, je n'y crois pas. Associé à de délicieux jus de fruits et nutriments essentiels. Nous, les diététiciens, on ne vend rien. Donc c'est peut-être ça la différence. Donc on peut avoir cet œil critique. Si on est en bonne santé et qu'on part d'une alimentation qui est équilibrée et variée, généralement on n'a besoin d'aucun de ces aliments fonctionnels. Aujourd'hui, à l'heure de faire ses courses, le consommateur se trouve face à une multitude de produits. On trouve des œufs avec oméga 3, des céréales vitaminées. Certains de ces aliments dits fonctionnels prétendent même améliorer notre digestion, notre taux de cholestérol ou notre système immunitaire. Pas facile de s'y retrouver donc et de faire la part des choses entre les arguments marketing et les effets réels sur la santé. C'est ce que nous allons tenter de faire pour vous ce soir. On les appelle les aliments fonctionnels, les aliments santé, parfois même les nutraceutiques ou les alicaments. Le bio en fait partie car il revendique des arguments santé. Les plantes comme le soja, les graisses comme les oméga 3 ou les margarines au phytostérol en sont. Il revendique des propriétés bonnes pour la santé ou pour prévenir certaines maladies. Ils sont de plus en plus nombreux sur les étals et ils ont séduit de nombreux consommateurs. Yann Tornard est fan de ces aliments fonctionnels. Alors, tu sais quoi? J'aimerais juste essayer un truc là. L'aloe vera, c'est très bon pour désinfecter. Si vous êtes malade ou grippé, c'est excellent pour nettoyer le corps en fait. Ouais. Hein Thomas? Nous c'est ça qu'on prend. Donc il n'y a pas de lait là-dedans. Non, c'est vraiment au soja. Et c'est autant bon en calcium que le lait. Et pour les enfants aussi? J'adore en plus. Ok, Ouais. d'accord. Thomas il adore et la petite elle adore aussi. J'ai recherché pas mal d'informations par rapport aux produits laitiers. C'est pas forcément excellent pour la santé, alors moi je me tourne plutôt vers le soja. Ouais, Yann Tornard prend beaucoup de temps pour faire ses courses. Il achète ses aliments dans 3 ou 4 magasins différents. Il fait très attention à bien décortiquer les ingrédients et le bio est devenu pour lui un mode de vie, peu importe le prix. C'est plus cher. La santé c'est un coût, hein. Mais bon, être malade c'est un coût aussi. On mange quand même 3 fois par jour, donc penser que ça n'a aucune influence sur notre état de santé ou notre énergie ou tout ça, c'est un peu se voiler la face, je trouve. Was ist das, Noémie? Kiwi, bravo! Autre dynamique avec Alexandra Rim. Elle choisit son magasin en fonction du prix, ne lit jamais les étiquettes et se méfie plutôt de ses aliments fonctionnels. Je prends des produits de base, puis après je fais mes mélanges. Et puis je pense qu'il y a tout ce qu'il faut comme pour une bonne alimentation pour Noémie, pour moi, pour toute la famille. En calcium, en vitamines et puis en graisse, en tout ce qu'il faut. Vous prenez pas beaucoup de temps pour faire les courses, c'est un truc qui doit être fait rapidement. Oui, une demi-heure. Oui, et puis même moi, je trouve que... Moi j'aime bien, ici, il n'y a pas trop de choix. Enfin, je veux dire, c'est un choix limité. Je trouve que dans certains magasins, les rayons sont interminables. Et puis il y a un choix énorme. Ces deux exemples montrent à quel point les avis divergent en termes de consommation. D'autant plus que nos choix sont souvent liés à notre culture, à nos croyances et qu'ils varient d'un pays à l'autre. On ne sait jamais s'il s'agit d'ajouts si c'est des propriétés chimiques des aliments en plus, ou ou alors si c'est si c'est simplement des propriétés intrinsèques aux aliments. Oui. Tristan Fournier est sociologue dans le domaine de l'alimentation. Il a encadré un travail de master sur les aliments fonctionnels et s'intéresse à l'évolution de notre consommation. Peut-être quelques mois d'espérance. L'aspect diététique, c'est quelque chose qui est très ancien, où l'alimentation joue un rôle très important dans la prévention, mais aussi dans la guérison des maladies. Ça date de 400 avant Jésus-Christ, donc c'est quelque chose de très très ancien. Pour autant, on voit que la santé est de plus en plus convoquée dans l'acte alimentaire depuis une cinquantaine d'années dans les pays occidentaux.
Et c'est vraiment lié à plusieurs dimensions, hein, le fait qu'on n'ait plus besoin de se soucier de la quantité de nourriture pour une large partie de la population, l'impact des connaissances nutritionnelles, de leur développement, de leur diffusion. On est de plus en plus dans une société individualisée. On se rend compte que depuis une cinquantaine d'années, cet aspect santé, j'ai envie de dire, grignote un petit peu les dimensions plus traditionnelles de l'alimentation, hein, le plaisir, le goût, la convivialité. Des études ont démontré que les pays latins, comme la France, la Suisse ou l'Italie, accordaient plus d'importance aux aspects de plaisir et de convivialité à l'heure des repas. Par contre, aux États-Unis ou dans les pays anglo-saxons, la nutrition passe au premier plan. Et l'aspect santé gagne du terrain en Europe. Les industriels l'ont bien compris. Nous sommes ici au siège social de Nestlé, qui détient environ 20% des parts de marché de la nutrition médicale cette fois, plus spécifique aux malades. Ce secteur connaît une montée en puissance et la multinationale veut se positionner comme un leader mondial. Aussi bien dire que ça rapporte. Cette année, Nestlé a annoncé un virage important. Il va investir 500 millions de francs sur 10 ans pour développer un institut de recherche fondamentale sur le site de l'EPFL. Le but est de mieux comprendre des maladies qui peuvent être influencées par notre alimentation. Aujourd'hui, la recherche passe de plus en plus par ces grandes entreprises qui mettent les moyens pour investir. Éric Rolland est le directeur adjoint de ce futur institut. La communication, j'ai fait différentes choses. C'est effectivement utiliser toutes les nouvelles technologies qui existent et les moyens et les connaissances pour essayer de trouver entre l'alimentation et le domaine pharmaceutique une voie centrale qui va, avec une alimentation personnalisée, donner des solutions aux patients pour éviter d'évoluer vers des maladies chroniques. C'est par cette approche, je pense, qu'on pourra traiter plus efficacement le nombre très important de malades du diabète, de malades d'Alzheimer. Une alternative aux médicaments pour des personnes malades, bien sûr. Mais qu'en est-il des personnes en bonne santé qui se trouvent face à des aliments fonctionnels ? Si on est en bonne santé et qu'on part d'une alimentation qui est équilibrée et variée, généralement on n'a besoin d'aucun de ces aliments fonctionnels. Et c'est là qu'il y a confusion. Il ne faut pas confondre les personnes malades et celles en bonne santé. Pauline Coty tient à le rappeler. Elle est médecin responsable de la nutrition clinique au CHUV. Elle travaille avec des gens qui souffrent de dénutrition ou qui sont atteints de maladies chroniques. Et elle se bat contre les messages de ces industriels qui font croire aux consommateurs en bonne santé qu'ils ont besoin de ces aliments fonctionnels. On l'a montré par exemple avec la vitamine E. On s'est rendu compte que les populations qui consommaient peu de vitamine E dans leur alimentation avaient un risque augmenté de cancer du sein, de la prostate. On s'est rendu compte que quand on avait des taux circulants de vitamine E dans le sang qui étaient diminués, on avait aussi un risque de cancer du côlon qui était présent. Donc on s'est dit, si on donne des suppléments à cette population qui est en bonne santé, par ailleurs, on va influencer la survenue de ces cancers. Et on a montré en fait dans des études de supplémentation qu'on avait, pour certaines études, montré une diminution du cancer de la prostate. Mais malheureusement, on a montré qu'on avait une augmentation du risque de cancer de l'estomac, qu'on n'avait pas identifié au départ comme associé à la vitamine E. Et puis surtout, quand on a fait une compilation de toutes les études que l'on avait en termes de mortalité, on s'est rendu compte que de donner de la vitamine E à une population qui était en santé amenait à un taux de décès qui était plus important. Donc c'était associé à une mortalité augmentée. Donc ça, c'est l'illustration pour moi de ce réseau compliqué qui existe entre un nutriment et l'ensemble des fonctions de nos organes. Pour certaines populations, comme les personnes âgées en institution, les nutriments peuvent être importants. Mais pour la population en santé, la recommandation est plutôt de conserver un équilibre alimentaire et de suivre la pyramide de base.
de l'eau de coco. Mais pas facile d'ignorer les arguments marketing des produits industriels. L'EFSA, l'autorité européenne de sécurité des aliments, a conclu l'an dernier qu'à peine 20% des quelques 3000 allégations de santé formulées par les industriels étaient véridiques. Là aussi, la confusion règne. On a ici un aliment, tout ce qu'il y a de plus simple, un lait chocolaté, donc avec sur l'emballage des carreaux de chocolat, la tache blanche qui représente le lait qu'il y a a priori dedans. Et puis, ce qui est mis en avant ici, c'est l'aspect énergie. On est au plein cœur de cette pensée magique, de cet imaginaire qu'on essaye de, pas forcément de manipuler, mais en tout cas d'utiliser l'imaginaire des consommateurs qu'on essaye de mobiliser pour activer le choix, l'achat alimentaire. L'énergie ici, donc, bien représentée par le chocolat, le lait, donc des protéines, etc., qui vont amener de l'énergie d'un point de vue objectif, mais aussi d'un point de vue subjectif. Le consommateur se retrouve face à quelque chose qui, d'un point de vue symbolique, va lui donner de l'énergie. Le marketing est parfaitement l'expression déjà de l'hyper-choix dans lequel on vit, hyper-choix alimentaire, et puis dans l'arbitrage, en tout cas il révèle parfaitement l'arbitrage que les consommateurs doivent opérer pour simplement choisir ce qu'ils vont manger. Si on prend un produit où il y a des recommandations en termes de santé, où il y a des informations nutritionnelles, où il y a des allégations de santé, où il y a par exemple le label bio, on a tout un tas d'informations qui vont se superposer et parfois entrer en une espèce de concurrence, et le mangeur, le consommateur va être placé devant des choix à effectuer. Ici, on apprend à cuisiner à de futurs ingénieurs en agroalimentaire. Nous sommes à l'Institut Polytechnique de la Salle Beauvais en France. Une filière de 400 étudiants suit une formation alimentation santé, à la croisée de la médecine, de l'agriculture et de la pharmacie. Certains de ces élèves seront de futurs concepteurs d'aliments fonctionnels. Aujourd'hui, Marion nous prépare une recette à base de viande rouge qui a un fort goût métallique ressenti par les personnes ayant un cancer et qui sont sous chimiothérapie. Et ce goût métallique, nous allons essayer de l'atténuer en apportant des épices, en apportant des herbes aromatiques. C'est la même utilisée par nos anciens à la période du Moyen-Âge où ils étaient déjà très en avance sur ces notions d'aliments fonctionnels. François Guillon enseigne l'éthique et le marketing. Il est aussi président de l'IREMAS, l'Institut pour la recherche en marketing de l'alimentation santé. Ce qui est intéressant, c'est savoir ensuite sur les packs ce qui va être vecteur de meilleure vente ou non. Et aussi ce qui est autorisé par la réglementation et ce qui ne l'est pas. Donc vous avez réellement ici des produits que j'appelle hard claims, qui sont les produits où n'importe qui peut voir si ça a un effet, et les autres où c'est une question de confiance entre le consommateur et la marque. Alors on n'est pas dans le psychosomatique, mais on est dans la confiance. Est-ce que je vais payer un peu plus cher pour acheter un produit qui est censé me faire du bien ? Et un peu plus cher ou beaucoup plus cher, puisque les aliments fonctionnels sont vendus à 20, 30, 40, 50% plus cher que les aliments de la même catégorie qui ne sont pas fonctionnels. Tiens, mais non, celui-là, là, il est bien. Pour lui, le sérieux des aliments fonctionnels dépend du sérieux de la formation. Et il met en garde ses élèves contre certaines fautes éthiques de communication. Il y a deux problèmes majeurs, c'est de dire finalement c'est bon pour toute la population au lieu de définir un segment de consommateurs pour qui ça va être particulièrement utile. Et on voit, si vous regardez la télévision, que la plupart des aliments santé sont promus à tout le monde. Et la deuxième notion contre laquelle on doit se battre, c'est la notion d'appel à la peur. Vous savez qu'il y a des risques de santé, tout le monde a des risques de santé, et certaines communications d'aliments santé, disons, mettraient en avant le risque si vous n'en prenez pas. Donc c'est un appel à la peur. Vous avez publié un livre blanc, un manifeste, sur ce que vous appelez la cacophonie nutritionnelle. Déjà peut-être nous expliquer qu'est-ce que c'est la cacophonie nutritionnelle ? La cacophonie nutritionnelle, c'est l'ensemble des discours qui sont coexistants au même moment et qui sont contradictoires. Il y a cet exemple qu'on avait vu concrètement dans un supermarché d'une dame essayant de choisir
entre 2 margarines, une aux oméga 3 et une au phytostérol. Cette dame se retrouvait dans une situation de dissonance cognitive où d'un côté il y avait une margarine aux oméga 3 moins chère avec le logo de Louis Pasteur sur le pack, donc avec une grande recommandation. Pasteur, vous vous rendez compte, Pasteur c'est pas rien, hein, et l'autre une margarine au phytostérol plus chère et que lui avait recommandé son médecin. Donc on est là en pleine cacophonie nutritionnelle où les consommateurs n'ont pas le niveau de connaissance suffisant pour faire un choix clair. On est dans un environnement où tout le monde parle et tout le monde a l'impression de dire la vérité. Personne n'est malhonnête. La cacophonie va continuer à augmenter, selon vous? Oui. Nous, on ne pense pas qu'on peut réduire la cacophonie. L'idée, c'est de réduire la vulnérabilité des consommateurs à cette cacophonie. Informer mieux les gens. Informer, éduquer et, comme je le disais, leur apprendre à faire la cuisine. Qui peut sembler rigolo comme ça, mais qui permet de bien comprendre ce qu'est l'aliment et l'alimentation. Donc, ne pas réduire la cacophonie, je veux dire, c'est illusoire, mais réduire la vulnérabilité des gens et leur donner une éducation alimentaire et nutritionnelle beaucoup plus approfondie dès le départ. Est-ce que les aliments bio sont considérés comme des aliments fonctionnels, des aliments santé? Globalement, en Europe, les consommateurs, une grande majorité de consommateurs, considèrent que les aliments bio sont bons pour la santé. Alors, je vous rappelle qu'au départ, les aliments bio sont bons pour l'environnement. Mais dans la représentation des consommateurs, les aliments bio sont bons pour la santé. Alors il y a une ambiguïté dans la mesure où effectivement ils sont pauvres, ou disons il n'y a pas de pesticides ou de produits toxiques dedans du fait des modes de culture, mais bons pour la santé, ça voudrait dire aussi qu'ils sont plus riches en nutriments, etc. Or, et c'est le deuxième aspect, aucune étude scientifique, que ça soit en France, en Belgique, en Angleterre, n'a jamais pu prouver que les aliments bio étaient plus riches en nutriments fonctionnels que les aliments conventionnels. Donc là, on est sur un malentendu, disons, de type scientifique, que les institutionnels du bio ne vont pas contredire. Par rapport au Japon, hein, c'est une cuisine qu'on recommande souvent, hein, la cuisine d'Okinawa. Par contre, c'est un peuple qui consomme beaucoup d'aliments fonctionnels quand même. C'est assez contradictoire. Ah oui, alors ça c'est le grand paradoxe des aliments fonctionnels. Si vous comparez deux pays, comme celui que vous citez, qui est le Japon, qui a les meilleurs indicateurs de santé et qui est reconnu en termes de longévité, de bien-être, etc. C'est le Japon. Et puis un autre pays qui est les États-Unis, qui a de très mauvais indicateurs de santé et une alimentation de base assez mauvaise, hein. Eh bien, on voit que ces deux pays sont les deux principaux consommateurs d'aliments fonctionnels et de compléments alimentaires. Alors, un tout petit peu d'exercice logique conduirait à des conclusions détestables pour les aliments fonctionnels, de dire finalement, ça ne sert à rien, puisque dans les deux cas, il y a de gros consommateurs d'aliments fonctionnels et de compléments alimentaires, mais l'un a des indicateurs de santé très bons et l'autre très mauvais. Donc c'est ce qui renvoie à l'étage de base d'une bonne alimentation, qui est une alimentation équilibrée à base d'aliments sains. Et par-dessus, effectivement, s'il y a des besoins épidémiologiques ou des besoins spécifiques pour un segment de population, on peut ajouter l'étage des aliments fonctionnels. Mais il faut vraiment que ça corresponde à des besoins. François Guillon, merci beaucoup. Merci. Vous avez des cours aujourd'hui? Oui, on va s'occuper. Pour François Guillon, la solution passe par une meilleure information et un retour au fourneau. Car celui qui sait cuisiner n'avale pas n'importe quoi. Pas besoin qu'elle soit bio en fait, hein. C'est pas une nécessité. Voilà. Sinon une huile de noix aussi, hein, qui peut donner du goût à la place du beurre dans vos spaghettis.
On aime bien les margarines si on veut. Les diététiciens suisses préconisent aussi de cuisiner le plus possible. À l'espace de prévention de l'Est vaudois, Mélanie Beru-Bovard reçoit beaucoup de personnes qui se posent des questions sur les aliments fonctionnels. Cette personne, par exemple, consulte pour un problème de cholestérol et il a amené une margarine au phytostérol. Installez-vous là. C'est pas une matière grasse qu'on va recommander malgré que c'est scientifiquement prouvé par Bessel eux-mêmes. Et on se rend compte dans la composition de cette matière grasse qu'il y a beaucoup d'acides gras trans finalement, qu'il y a un mauvais rapport entre oméga 3 et oméga 6. Donc vous dites que j'ai plus intérêt à rester au beurre mais en quantité limitée comme vous m'avez dit avant, à 10 grammes par jour. Exactement, c'est ça les recommandations. La personne qui sort de chez son médecin qui lui a dit qu'elle a trop de cholestérol, ils vont vers la margarine Bessel. Parce que ce message a été tellement vu et revu et retransmis, ben voilà, c'est un peu un acte logique, on va dire. Nous, on va plutôt orienter finalement les conseils sur augmenter les portions de fruits et légumes, augmenter les produits complets riches en fibres alimentaires qui permettent eux aussi de diminuer l'absorption du cholestérol. Au final, Mélanie Beru-Bovard propose de consommer 10 grammes de beurre par jour et de cuisiner avec un mélange d'huile de colza et d'huile d'olive, l'équivalent de 2 cuillères à soupe par jour par personne. Ces messages qu'elle veut tenter de passer en consultation se retrouvent souvent noyés parmi les recommandations des industriels. Il peut y avoir des margarines qui pourraient être intéressantes. Hein. C'est sûr qu'il y a de plus en plus dans le commerce d'aliments miracles. C'est vrai que le problème cholestérol ou d'autres problématiques sont connus. Donc les industriels vont surfer sur la vague et essayer de trouver des produits finalement pour vendre. Donc c'est vrai que nous on revient finalement un peu à la base de l'alimentation avec, comme je disais, des produits plutôt bruts, non transformés, d'essayer de cuisiner le plus possible. Il y a presque 2 discours entre vous et ce qu'on retrouve dans le commerce. Ça c'est clair, mais nous les diététiciens on ne vend rien. Donc c'est peut-être ça la différence. Donc on peut avoir cet œil critique. Et donc c'est vrai qu'on essaye avec nos faibles forces de transmettre ce message-là. Nous retrouvons nos 2 consommateurs à l'heure du goûter. Pour eux et leur famille, comme pour la population en général, la santé est primordiale et le lien avec l'alimentation est vite fait. Triebel. Und das da, was ist das? Meldasso. J'ai plutôt dans la santé la vision long terme que court terme. C'est clair que je pourrais aussi me nourrir de tout et n'importe quoi, ce que je trouve un peu partout. Mais ça, c'est la vision court terme. Et après, tout d'un coup, je suis malade et je vais me dire, mais quel abruti, j'aurais peut-être dû voir plus long terme. Vous voyez, je me dis au moins que j'aurais pas de regrets, parce que j'aurais fait le maximum. Si je tombe malade, je tombe malade. Il y a peut-être d'autres facteurs aussi, évidemment. Hein. La nourriture ne fait pas tout, mais c'est quand même un des premiers facteurs. Et je me dirais, j'ai pas de regrets. Je ne crois pas que des compléments alimentaires peuvent éviter qu'on tombe malade. Alors ça, je n'y crois pas. Comme dans les pubs, des fois, c'est assez flagrant. Défense immunitaire, consommez XY produits, ça renforce la défense immunitaire, j'y crois pas. Ça, j'y crois pas. Je pense qu'il faut une alimentation variée, un peu de tout, cuisiner avec amour. Et puis, voilà. Vous croyez que c'est plutôt des arguments marketing, publicitaires ? Oui, complètement. Avec les 200 recettes de Nestlé, vous l'aidez à bien grandir. Face à ces consommateurs, pour répondre à leurs besoins de santé, l'industrie des aliments fonctionnels prend des forces. Elle continue de grandir et la communication qui va avec est de plus en plus puissante. Mais même pour des personnes malades, les diététiciens ne proposent pas ce type d'aliments. Soit la personne est malade et elle prend des suppléments sous forme de gélules, de médicaments, soit la personne est en bonne santé et mange simplement de façon équilibrée. Alors que la ligne entre alimentation et médication devient de plus en plus floue, les spécialistes se battent pour qu'elle reste bien nette. Mais les aliments fonctionnels, si vous n'avez pas de besoin particulier, sont souvent inutiles. Peu d'études scientifiques ont démontré à ce jour le lien direct entre la consommation de ces aliments et la santé. Par contre,
contre, l'alimentation est réellement en train de changer. Il y a de plus en plus de produits de ce type et le consommateur se retrouve souvent dans une cacophonie de recommandations qui lui viennent de toutes parts. Il devra essayer de s'y retrouver. Peut-être cela passera-t-il par l'apprentissage de la cuisine. C'est la fin de cette émission. Je vous remercie de nous avoir suivis. Une excellente soirée.